Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes toujours à la Foire internationale de Metz où les animations et stands battent leur plein. De notre côté, on s'intéresse bien sûr à l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce mardi 4 octobre. L'AFIM a encore mis le paquet sur la gastronomie pour cette nouvelle édition avec en invité d'honneur Michel Roth, meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or. Il a fait saliver les papilles ce mardi avec une recette à base de truite, le tout cuisiné avec des jeunes dans le cadre du label européen Eurotoc, label qui défend les produits locaux et de saison entre autres. Un tracker solaire au cœur d'une exploitation laitière, c'est la toute première installation de ce type en Moselle. Gain de place, peu d'entretien et dans l'air du temps. Cette structure a été subventionnée par le département. On vous dévoile bientôt les images. À quelques jours du marathon de Metz, les différents acteurs de l'événement se sont réunis ce matin pour faire le point, parcours, nombre de participants, nouveautés pour cette nouvelle édition. On fera le point dans un instant. Et pour la météo de demain, il s'agit de la meilleure journée de la semaine. Le soleil sera bien sûr au rendez-vous avec 23 degrés au plus haut. Les températures seront fraîches au réveil. Alors certes, le soleil nous réchauffera un peu et le bouclier tarifaire ne fera pas exploser nos factures cet hiver, mais la question du prix de l'énergie reste encore d'actualité pour les collectivités notamment, si bien que les élus se réunissent ce mercredi devant la préfecture de Metz pour faire valoir leurs préoccupations. Notre invité du jour, Patrick Abbat, maire de Talange, est à l'initiative de cette mobilisation et répondra bien sûr à nos questions. Mais avant, place à l'actualité. Et comme promis, chaque jour, un sujet au cœur de la Foire internationale de Metz. Et on démarre avec donc cette fois-ci un invité de prestige qui s'est déplacé pour réaliser en live une recette. Michel Roth, Bocuse d'Or et meilleur ouvrier de France, a donc performé ce mardi. Retour en images. Alors, réfort, on va te laisser faire. Là, un réfort, donc le réfort pareil, t'en mets pas trop, tu mets une cuillère. C'est parti pour la préparation d'un tartare de truite. Après le réfort, Michel Roth et sa brigade vont ajouter du fromage blanc, des agrumes et de l'huile d'olive avant la touche finale. C'est des poivres roses, c'est très bon, c'est un peu sucré, c'est poivré mais c'est un peu sucré. Voilà. Il ne suffit plus qu'un dressage soigné et le tour est joué pour l'entrée. Le plat, lui, est déjà en préparation, toujours à base de truite. Cette truite qui a été colorée, juste comme ça, saisie, servi avec cette vinaigrette tiède, avec 2 vinaigres, 2 huiles, balsamique blanc, balsamique rouge, huile d'olive et huile de sésame, et des radis, des oignons rouges, des pignons de pain. Michel Roth travaille aujourd'hui ses ingrédients avec des jeunes cuisiniers encore en formation pour illustrer les missions d'Eurotoc Jeunes. Grâce à ce réseau professionnel, les cuisiniers promeuvent l'utilisation des produits locaux et de saison à la nouvelle génération en collaboration avec les professeurs. C'est vrai qu'on travaille beaucoup de produits locaux. On parle avec les jeunes, ils connaissent tous un agriculteur qui fait du marché court ou autre. Et comme là, encore la semaine dernière, on a fait un TP, on a été chercher des cèpes en forêt, on les a retravaillés, on en a stocké. Donc c'est super et c'est bien de promouvoir justement les produits en circuit court, quoi. Une fois la cuisson de la truite terminée, il est temps de passer au dressage. Tom, élève à l'UFA de Sarrebourg, savoure ses moments aux côtés du meilleur ouvrier de France. Incroyable. J'aurais pas pu mieux rêver, je pense. C'est un chef que j'admire, un chef Florent. Et j'adore sa façon de cuisiner, j'adore sa façon de réfléchir sur les produits, sa simplicité, mais aussi sa technique. La technique de Michel Roth va justement surprendre les nombreux spectateurs. Dans cette recette, l'entrée et le plat ne font qu'un sur la même assiette et les saveurs se mélangent. Après la présentation, les visiteurs de la foire ont eu la chance de déguster ce duo de truites pour le plus grand plaisir de leurs papilles. Il en existait déjà dans le Grand Est, mais c'est bien le premier à être implanté en Moselle. Un tracker solaire installé en août 2021 par l'entreprise bretonne Hawkwind vient d'être inauguré ce mardi. Il s'agit d'un panneau solaire qui, grâce à un GPS, pivote en fonction des déplacements du soleil. Un équipement subventionné par le département de la Moselle et qui se trouve au cœur d'une exploitation laitière. Implanté depuis août 2021, ce tracker solaire, qui culmine à 10 mètres de haut, permet à Bertrand Calmès de faire des économies impressionnantes. De 1 000 € on va dire par mois, je suis passé tout l'été, j'ai payé 50 ou 60 €. Moi je ne pouvais pas faire autre chose. J'ai une petite surface agricole, j'ai 60 hectares d'SAU, je produis 800 000 litres de lait. Mais je ne pouvais pas
avoir par exemple une mini-station de méthanisation. Et parce qu'il faut beaucoup l'alimenter avec des surfaces fourragères, etc. Ou même des déchets d'éjection animale, on peut aussi les mettre. Mais pour moi, ça demande trop de boulot. Je suis tout seul sur la ferme. Et moi, c'est le système le plus simple pour produire de l'énergie. D'une surface de 75 mètres carrés, ce tracker est muni de panneaux solaires bifaces qui captent les rayons UV, mais aussi leur réverbération. Grâce à un GPS, ce tracker pivote automatiquement pour suivre la course du soleil. Une prouesse technologique qui a tout de même un coût, 40 000 € en moyenne. Mais les agriculteurs peuvent bénéficier de coups de pouce des institutions. Bertrand Calmès a vu son projet financé à hauteur de 30% par le département de la Moselle. Pour Armel Chaban, président de la communauté de communes du Bouzon-Valois 3 Frontières, cela montre aussi que les exploitants agricoles ne sont pas passifs dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ce projet derrière moi, ce tracker, démontre bien que nos agriculteurs sont extrêmement attachés à préserver l'environnement, à participer, à être des acteurs d'un monde beaucoup plus durable. Et moi j'y crois, et en tout cas je veux leur dire que le département et l'ensemble des territoires, puisque je suis également président de la communauté de communes, sera à leur côté en ce sens. Et malgré un ensoleillement moins important que dans le sud de la France, ce type d'installation devient très vite rentable. La productibilité, oui, est moindre dans le nord ou dans le Grand Est que ce qu'on peut avoir au niveau du sud, mais au regard du tarif de l'électricité qui a explosé, le panneau solaire et notamment nos trackers solaires sont tout à fait rentables. En effet, auparavant, il fallait compter 10 à 15 ans pour qu'une installation de ce type soit rentabilisée, mais avec l'augmentation des prix de l'énergie, 7 à 10 ans suffirait désormais. Certains d'entre vous ont passé un dimanche à l'abri des gouttes et bien d'autres en ont profité pour participer à un chantier nature organisé par l'Eurométropole de Metz. Alors on remet ses bottes et son kawaii direction le plateau Jussivaux. La pluie n'a pas découragé ces 15 bénévoles venus déchiffrer ce terrain de 2 hectares. Le patrimoine de notre village et le patrimoine végétal sont importants pour nous. Et on se dit qu'on ne fait jamais grand-chose parce qu'on n'a jamais le temps. Et pour une fois, on a décidé de prendre le temps d'y faire. Et puis si ce qu'on fait peut être utile, voilà. Nettoyer, couper et ratisser des branchages, un travail fastidieux mais nécessaire pour lutter contre la prolifération des ligneux. Si on regarde des ligneux, là on les a coupés par exemple à une certaine hauteur. Tout le monde serait tenté plutôt de les recouper à ras du sol, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un rejet qui va se faire dû à la pression de sève, puisqu'on n'a pas touché au système racinaire, qui va se transcrire ici par une repoussée de 5, 6, 7 brins ligneux très vigoureux, et qui vont repousser à la périphérie, et qui vont tout doucement coloniser encore plus de surface. Donc de la surface qui va être ombrée, qui va redevenir une surface perdue de pelouse. On les coupe à la hauteur là, en espérant qu'après, le rejet se fasse ici plutôt qu'en bas. Résultat, après des heures de découpe, la pelouse calcaire pointe le bout de son nez. Un vrai festin pour les 150 brebis qui viendront prochainement brouter sur ce site classé Natura 2000. Ça va justement permettre de mieux pâturer les endroits qui se referment aujourd'hui où les bêtes n'ont plus accès en fait. Un endroit qui est embroussaillé, c'est un endroit qui est plein d'épines. Les bêtes se piquent le nez quand elles broutent, donc elles n'y rentrent plus. Avec cet entretien écologique, ces volontaires ont contribué à préserver la biodiversité du plateau de Jussy. Et à quelques jours du marathon de Metz prévu ce dimanche 9 octobre, les acteurs de l'événement se sont réunis pour évoquer les modalités des courses, mais aussi les nouveautés pour les spectateurs. Après 2 années Covid compliquées, le nombre de participants est d'ailleurs très appréciable. On fait le point dans ce reportage. Alors que les inscriptions pour cette édition 2022 courent jusqu'à samedi, ce sont près de 5000 participants qui devraient s'engager dans les différentes courses ce dimanche. Une affluence qui n'avait pas été atteinte depuis le début de la crise sanitaire. Les autres organisations de courses sur toute la France ont perdu beaucoup de coureurs et nous, je dirais peut-être grâce à l'ambiance, à l'état d'esprit de Metz, on a un ensemble qui à première vue a plu aux coureurs. Donc là, oui, on est même surpris par rapport à il y a 15 jours de voir l'engouement qu'il y a là, les derniers jours. Même si le parcours a été aménagé pour favoriser la performance sportive, l'organisation a voulu faire de cette course un événement accessible à tous, d'où son slogan « Courez comme vous aimez ». Pour cette première édition sous le sceau de l'Eurométropole, la collectivité a vu les choses en grand. C'est une première donc avec des nouveautés. Le trophée des communes, donc les 45 communes de l'Eurométropole vont pouvoir participer. Les coureurs s'inscrivent au nom de leur commune pour obtenir le trophée de la meilleure commune.
Ensuite, il y a également la possibilité de participer au tirage au sort pour le marathon pour tous pour Paris 2024. Donc ça, c'est une première. Toujours dans le cadre de la prise en main de la course par l'Eurométropole, le parcours pourrait également évoluer dès l'année prochaine. Il y a des paramètres dont il faut prendre en compte, c'est-à-dire mettre en avant les différentes communes qui seront traversées au niveau de l'Eurométropole, mais aussi prendre en compte les travaux, par exemple, du Métis. Mais on va de toute façon, et c'est certain, l'étudier et avec la volonté de le faire. Ce week-end en tout cas, vous pourrez même profiter de la course sans chausser vos baskets. 13 points d'animation jalonneront le parcours pour les spectateurs, qui pourront également passer du bon temps au village de la course sur la place de la République. Et comme chaque mardi, on s'intéresse à l'économie du territoire. Du coton aux biens de consommation, le prestataire mondial de solutions logistiques Katoen Natie, du néerlandais Nation du coton, né en 1854, ne cesse de grandir et de se transformer. Depuis plus de 25 ans maintenant, le site Logifar de Katoen Natie à Zingbouz fait de la logistique sur mesure et dans l'air du temps. Vous allez le comprendre à travers ces images. Dans ces 3 entrepôts de 10 000 m², Logifar réceptionne, stocke et expédie 750 000 colis chaque année. Passée d'intérimaire à cariste en CDI, Tamara a vu cette plateforme multi-clients se transformer grâce aux nouvelles technologies. On pense directement que c'est un métier masculin alors que pas du tout. Quand vous pouvez regarder ici, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. La direction met tout en œuvre pour nous faciliter le travail. On a des tire-palettes élévateurs. On a plusieurs machines dans le chariot 3 qui peut nous aider à décharger un camion. On n'a pas besoin de prendre un tire-pale. Donc oui, non, on n'a pas vraiment de charge lourde. Pour optimiser sa chaîne logistique, Katoen Natie a développé son propre logiciel WMS, une automatisation qui augmente les capacités de préparation tout en réduisant la pénibilité des tâches pour les employés. Nous avons ramené une technologie avec un système de préparation à la lumière, comme vous pouvez le voir là, où on indique à l'opérateur l'emplacement et la quantité à prélever. On met en place des systèmes goods to man, c'est-à-dire qu'on ramène les produits vers les opérateurs à l'aide de robots. On fait des inventaires via des drones ou encore on paletise et on dépaletise les colis à l'aide de la robotisation. Des innovations permanentes qui permettent à Logifar de proposer aux entreprises une prestation logistique complète à forte valeur ajoutée. Nous avons vraiment le système informatique qui nous appartient, qui appartient au groupe et qui permet d'avoir une offre sur mesure pour accompagner nos clients. Ça nous permet de répondre aux besoins au niveau préparation, à la flexibilité des réceptions, des expéditions de nos clients, au type d'emballage, à la complexité par rapport à des expéditions aussi bien internationales qu'au niveau européen. Stratégique, Katoen Natie voit les choses en grand pour Logifar. Implanté au cœur de la grande région, le site devrait bientôt s'agrandir avec un nouveau bâtiment de 50 000 m², un doublement des capacités de stockage qui devrait créer plusieurs dizaines d'emplois. Et je vous propose maintenant d'en apprendre davantage sur le FAJO, le foyer d'accueil de jeunes ouvriers, une structure qui fait partie désormais de l'association Apsis Émergence, un lieu de vie et de travail qui favorise la réinsertion des jeunes jusqu'à 18 ans dans la société et la vie au travail. Explication dans ce reportage. Non, pas 8. Moitié de 17. Ça fait là où le... Oui, 8,5. Voilà, bah, c'est pas 8, c'est 8,5. Non, pas comme ça. Voilà, comme ça. Dylan a intégré le FAJO, le foyer d'accueil des jeunes ouvriers, il y a 1 mois et demi. Le lycée ne lui convenait pas, il s'est donc tourné vers un cadre moins scolaire, ici au plateau de jour, l'atelier de l'association. Je suis venu ici parce que j'aimais plus trop l'école. Du coup, en attendant, je suis là. Et ici, on m'apprend plusieurs métiers, comme par exemple, on m'a appris à couper à la scie sauteuse, à peindre, à visser, faire des trous dans du bois, quoi. On fait 2 x 6. 14. 2 x 6. Ah non, 12. Ici, on travaille les bases de façon pédagogique pour permettre d'apprendre plus facilement. Un cadre moins scolaire qui visiblement porte ses fruits. Comme l'école, ils ne sont pas trop chauds, donc là, ça les motive un peu plus et ils ont un peu plus d'envie. Il y a des personnes qui sont venues là,
Ils ont travaillé le bois, ils sont partis dans la menuiserie, d'autres ils ont trouvé des talents dans la soudure, et ils ont trouvé des patrons qui les ont pris en stage. Et il y en a une paire qui sont restés. Une vingtaine de jeunes passent les portes de l'atelier chaque année. Ici, pas d'études de dossier pour y rentrer. Les jeunes sont donc confiés à l'aide sociale à l'enfance par les juges pour enfants. Et ensuite, c'est les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance qui cherchent une orientation pour eux dans des associations de toute la Moselle. Et suivant le profil, suivant les difficultés, ils vont choisir le FAJO. Le FAJO, créé le 16 septembre 1966, s'est associé récemment à l'association de prévention Apsis Émergence. Cette fusion permettra le renouveau du FAJO et la naissance de nouveaux projets, comme par exemple un atelier cuisine. En 2021, l'éclairage public de Terreville a coûté 16 € pour chaque habitant. En ces temps de crise et après mûre réflexion, la commune s'est décidée et expérimentera l'extinction des lumières la nuit, de minuit à 5 h. En éteignant les lampadaires 5 heures par nuit, la commune pourrait réaliser jusqu'à 50% d'économies sur sa facture. Une décision définitive sera prise à la fin de la période hivernale. D'ailleurs, nombreuses sont les communes qui cherchent à réduire leur consommation d'énergie, mais pour certaines collectivités, eh bien, tous les investissements qu'ils ont faits pour la transition écologique ne suffiront pas et la crise de l'énergie risque de coûter cher. On en parle d'ailleurs avec notre invité du jour qui nous rejoint au cœur de la FIM pour l'occasion. Et donc nous avons changé de hall avec Patrick Abad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Talange. Alors pour parler de la crise de l'énergie, première préoccupation dans votre propre commune, comment ça se passe? Quel est le bilan qu'on peut faire? Écoutez, dans ma propre commune, tout simplement, c'est une facture, grosso modo, de 300 à 400 000 € sur un budget de 6 à 8 millions d'euros. Voilà. Après, les communes sont toutes différentes au regard de ces difficultés, mais pour toutes les communes, et pour la mienne en particulier, bien évidemment, les choses sont plutôt compliquées à aborder. Alors, vous n'avez pas attendu cette problématique actuelle pour investir dans la transition écologique, prendre des mesures pour réduire, faire des économies, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça sera suffisant ou pas pour cet hiver? Alors, déjà, non seulement je n'ai pas attendu, comme vous dites, c'est très gentil, mais je crois que l'ensemble des communes, petites ou grandes, l'ensemble des élus municipaux, des élus des collectivités territoriales, départementales, même régionales, n'ont pas attendu, c'est clair. Je veux dire que, je vois mon cas, mais c'est pareil pour beaucoup, quasiment toutes les collectivités. La plupart des investissements de rénovation ont été des investissements fléchés sur les économies d'énergie, sur l'isolation, sur les transformations structurelles de nos bâtiments. Et la plupart même toutes, là je peux dire, des nouveaux investissements répondent à ces préoccupations. Nos éclairages publics, nous les transformons systématiquement, quand je dis nous, je répète, quasiment toutes les communes en éclairage à partir de LED. Donc bien sûr, on n'a pas attendu. C'est vrai que les crises augmentent toujours un peu les vertus. C'est clair, on ne va pas se cacher la face. Mais très honnêtement, les élus locaux, en la matière, n'ont bien sûr ni leçon à recevoir, mais surtout n'ont pas traîné sincèrement. Alors, vous prenez la parole, vous êtes porte-parole pour toutes ces communes, puisque vous êtes le président de l'association départementale des élus communistes et républicains de Moselle. En tant justement que porte-parole, est-ce que d'autres élus sont venus vers vous ou fait part des craintes? Je ne suis pas porte-parole des communes, je suis porte-parole, je crois, d'une préoccupation que j'ai exprimée au titre de mon association avec mes collègues, mais d'une préoccupation et de toute évidence. Je vois les retours de mails, les élus, maires, conseillers municipaux qui me disent on va venir, on s'inspire, ou on a déjà fait aussi certains des motions, etc. De toute évidence, je porte la parole avec d'autres d'une préoccupation qui est effectivement générale de toutes les communes, les petites villes, les grandes villes, les villes qui ont la chance d'avoir un peu plus de moyens, mais qui sont elles aussi pas forcément... Mais concrètement, c'est quoi la crainte? La crainte, concrètement, c'est l'incapacité. Alors pour celles qui ont le plus de chance, entre guillemets, c'est l'incapacité de continuer tranquillement les programmes d'investissement qu'on nous demande justement d'accélérer et qu'on veut accélérer en matière de transition écologique, d'économie. Et pour les autres, pour beaucoup d'autres, la crainte, c'est de mettre la clé sous la porte.
trouver 200, 300, 400, 500 000 euros selon les communes, je ne dis pas toutes, elles sont toutes dans des situations différentes, mais ça peut effectivement avoir des conséquences dramatiques. Et puis, je vais parler des communes, parce que c'est les collectivités que je connais le mieux, mais nous assumons des services de proximité de base. Quand plus rien ne fonctionne pour les gens, quand il n'y a plus de quoi s'accrocher à quoi que ce soit, quels que soient les maires, quelles que soient leurs convictions, etc., ils ont tous, les maires et les conseillers municipaux, dans leur ADN, ces services de proximité. La crainte, c'est que, eh bien, on va forcément devoir les économiser, ces services de proximité. Et au final, c'est les concitoyens qui finiront par payer, quand même. Dans la presse, on disait il y a à peu près un mois qu'un maire communiste près de Creil craignait une multiplication par 4 de sa facture d'électricité. Et donc, il a dit qu'il ne paierait plus. Est-ce qu'on peut imaginer cette mesure-là dans nos communes ? Après, chaque maire est indépendant. D'ailleurs, demain, mercredi, à la préfecture, où le préfet nous recevra, la délégation sera transpartisane. Nous ne manifesterons, bien sûr, très calmement, que sous les couleurs de nos écharpes tricolores. Chacun ensuite abordera le problème comme il l'entend avec ses concitoyens. Oui, c'est une possibilité de monter un peu. Mais l'essentiel, en ce qui nous concerne, c'est vraiment de montrer que les mesures que s'apprête à prendre le gouvernement, qui pour certaines ont un certain caractère de générosité. C'est-à-dire, on va aider les petites villes, on va aider des villes dont les potentiels fiscaux et les épargnes brutes sont pas en très bonne posture. Ça ne suffit largement pas. On ne demande pas de charité en la matière. Aucun des maires qui sera demain et aucun des maires ou des conseillers qui nous ont dit oui, effectivement, il faut s'exprimer, aucun ne demande la charité. Il ne s'agit pas de dire on est pauvre, on veut des sous. On ne veut pas de chèque énergie, pour faire simple. On veut que les missions de service de proximité qu'on nous a donné historiquement à mettre en œuvre, on puisse les mettre en œuvre. On nous a retiré de la capacité de fiscalité locale. Il n'y a plus de taxe d'habitation. Tant mieux pour les gens. Mais on n'a plus cette capacité d'actionner des recettes. Vous n'avez plus assez de levier finalement. On n'a plus de levier. Donc l'État doit assumer des décisions de libéralisation du marché, du gaz et de l'électricité. Doit assumer le fait qu'il nous a imposé d'aller sur le marché dérégulé. On aurait pu rester avec nos opérateurs historiques. On n'a pas eu le choix. On nous a dit, quittez vos opérateurs historiques de gaz et d'électricité et allez sur le marché, sauf pour les petites communes. D'accord ? Donc, l'État qui nous retire des moyens, des leviers, comme vous le disiez très justement, et qui nous oblige à aller sur un marché dérégulé, doit assumer ses responsabilités. Et donc, ce que nous demandons, c'est immédiatement un bouclier tarifaire. Alors, une des mesures que vous allez demander, par exemple, pendant l'audience à la préfecture de Metz, demain, vous serez donc plusieurs allés à cette préfecture. Absolument. Et qu'est-ce que vous attendez de plus finalement ? Écoute ? Une écoute, mais surtout un message. Et là, je crois qu'il est partagé, et de manière vraiment transpartisane. On l'a bien vu au Congrès des maires, samedi dernier, où des maires de toute conviction, de toute origine, de villes de toute taille se sont exprimés en disant « il nous faut immédiatement un bouclier tarifaire », mais on ne demande pas l'aumône, on sait bien que c'est de l'argent public. Donc on ne peut pas vivre en permanence sous des boucliers tarifaires et sous de l'argent public qui coulerait d'on ne sait pas où. Et donc ce que nous voulons, à terme, c'est montrer au gouvernement, et y compris aux instances européennes, que les choix qui ont été faits de libéraliser sur le marché spéculatif et sur le marché boursier, donc, des biens fondamentaux comme l'électricité et comme le gaz ne sont pas des bonnes mesures. Et qu'il faut revenir pour l'électricité et pour le gaz à des tarifs régulés qui prennent en compte tout simplement le coût de la production. Mais pas les spéculations. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick Abad d'avoir participé à notre édition. Et notre image du jour nous permet d'avoir une pensée pour l'ancien gardien du FC Metz, François Remeter, décédé dimanche à l'âge de 94 ans. Il avait été grenat de 1950 à 1954 et a été le plus âgé des internationaux français. Originaire de Strasbourg, il a débuté sa carrière en tant qu'attaquant dans sa ville d'origine avant de rejoindre les cages du FC
FC Metz. Durant sa carrière, on ne compte pas moins de 26 sélections en équipe de France. Il a même eu l'occasion de disputer les Coupes du Monde en 1954 et en 1958. Surnommé le Fou Génial ou encore le Voltigeur, François Remeter a rejoint le groupe Adidas après sa carrière de sportif. Toutes nos condoléances bien sûr à son entourage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous venez à la FIM, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Nous sommes dans le hall numéro 3. Pour la suite de votre programme, retrouvez un nouveau numéro de Moselle Sport à 18h30 avec l'entretien de Romain Canon à retrouver. Très belle soirée à tous et à demain.